La découverte d'artefacts anciens est loin d'être une tâche aisée. Une simple observation ne révélera pas leurs secrets, mais c'est précisément ce qui les rend véritablement fascinants. La révélation des mystères de ces reliques nécessite une recherche méticuleuse et un dévouement studieux, mais l'effort est largement récompensé, car il conduit souvent à des découvertes stupéfiantes. Dans cette vidéo, vous plongerez dans un univers d'artefacts anciens surprenants et captivants qui défient les attentes et nous laissent ébahis. L'archéologue américaine Rebecca Yamin est convaincue que l'histoire complète de Philadelphie peut être trouvée dans un endroit insolite, d'anciennes latrines. Lors de la fouille du site du musée de la Révolution américaine à Philadelphie, en l'an 2016, les équipes de construction ont découvert 12 fosses d'aisance ou latrines de briques qui remontent à la décennie de 1700. Ces fosses servaient de dépôt pour les déchets humains et les ordures, et les archéologues y ont trouvé plus de 82 000 artefacts. À leur surprise, les latrines avaient agi comme d'incroyables chambres de conservation. Les déchets ont créé une substance collante qui a enrobé les artefacts, les protégeant au fil du temps. Cette découverte a offert un regard unique sur l'histoire de Philadelphie. Les artefacts comprenaient des moules à perruques, de la porcelaine chinoise, des chopes à boire allemandes et des os d'animaux de repas jetés. D'un intérêt particulier était une latrine liée à Mary Humphreys, qui fut emprisonnée en 1776 pour avoir tenu un bordel et un bar illégaux. La latrine contenait des chopes, des verres à boire, des bols à punch, des pipes et même du verre de fenêtre gravé avec la citation « Nous admirons les richesses et nous sommes passionnés par l'oisiveté ». Ces découvertes ont jeté la lumière sur la façon dont les gens vivaient, faisaient la fête et se rebellaient durant un moment crucial de l'histoire américaine, offrant une perspective fascinante sur l'ère révolutionnaire. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les trouvailles incroyables, vous êtes au bon endroit. Nous allons développer ensemble notre communauté et pour cela, il vous suffit de vous abonner. Je compte sur votre participation. Nous poursuivons avec une découverte de mai de 2023 qui a émergé des profondeurs d'une forêt du sud-est de la Pologne. Un extraordinaire poignard de l'âge du bronze, supposé avoir 3500 ans d'existence, trouvé près de Krasnenstock. Cette rare trouvaille se trouve dans un état de conservation remarquable, avec des bords immaculés non entachés par le passage du temps. Façonné dans une forme lenticulaire distincte, le poignard présente une nervure centrale saillante, tandis que sa base semi-circulaire contient 6 rivets qui fixaient autrefois une poignée, aujourd'hui perdue pour l'histoire. Datant d'environ 1500 avant Jésus-Christ, cet artefact extraordinaire est le premier de son genre trouvé dans la région et l'un des rares découverts dans toute la Pologne. Son origine se trouve loin des forêts de Pologne, car il a probablement traversé de vastes distances aux mains d'individus de la région du Danube. Déterré par un intrépide détecteur de métaux en collaboration avec l'Association historique de Wallachur, cette incroyable trouvaille a été trébuchée à quelques centimètres sous la surface et sera désormais étudiée par le conservateur provincial des monuments de Lublin, dans l'espoir qu'il ait davantage à nous raconter sur le passé. Notre prochaine découverte passionnante a eu lieu en mars de 2019 à Monmouthshire, au pays de Galles, lorsqu'un trésor de récipients de l'âge du fer a été découvert. La découverte n'a pas été rendue publique jusqu'en mai de 2023, déclaré officiellement un trésor par l'assistant du coroner de Gwent. Le trésor se compose d'une collection de récipients enterrés ensemble lors de la conquête romaine de la région au 1er siècle. John Matthews, détecteur de métaux, a fait la découverte initiale en fouillant un champ à l'Antrizan. En découvrant un support de seau émaillé et une casserole magnifiquement décorée, Matthews a reconnu leur signification archéologique et a rapidement alerté le programme des antiquités portables de Cymru. Les archéologues sont rapidement arrivés sur place et ont entrepris une fouille complète. Ils ont d'abord découvert des pointes de cornes et la tête d'un petit bovin en cuivre qui s'est avéré être la poignée d'un bol en alliage de cuivre de l'âge du fer. Une exploration plus approfondie a révélé un trésor remarquable de récipients, dont un chaudron en alliage de cuivre, une passoire et 2 casseroles romaines en alliage de cuivre. De plus, le trésor comprenait 2 gobelets en bois cuivré et un grand seau en bois de l'âge du fer avec des accessoires en alliage de cuivre supposés être un ensemble de boissons. Des découvertes comme celle-ci sont rares
d'où l'enthousiasme qui les entoure. Nous avons tous vécu des retards postaux, mais cela atteint des proportions absurdes. Une collection de correspondances non distribuées du XVIIe siècle a récemment été mise au jour au Musée de la Communication à La Haye, aux Pays-Bas. Avant que l'historienne Rebecca Arendt de l'Université de Yale ne l'ouvre, on pensait que le coffre étanche en peau de phoque n'avait pas été ouvert depuis 1926. À l'intérieur du coffre se trouvent plus de 2600 lettres postées par des personnes aux Pays-Bas, en Espagne et en France, entre 1689 et 1707. Dans la plupart des cas, elles ont fini dans le coffre parce que le destinataire ne pouvait pas être localisé ou a refusé d'accepter la lettre. À l'époque, le paiement des frais de port incombait au destinataire, pas à l'expéditeur. Les lettres proviennent de personnes de toutes les couches de la société, y compris des acteurs et des chanteurs, des paysans, des nobles, des aristocrates et même des espions. L'une d'elles, adressée à un riche marchand basé à La Haye, semble insinuer que l'une de ses maîtresses est enceinte et a besoin d'aide financière, sans le dire explicitement. Les lettres sont inestimables car elles ont été rédigées dans les dialectes locaux et la grammaire populaire de l'époque, et non dans le ton raffiné et précis que nous attendons des registres officiels et des individus éduqués. Le bracelet connu sous le nom de 5 étoiles ascendantes à l'Est remonte aux ères Han orientales et générales occidentales de la Chine, soit plus de 1700 ans. Il s'agit d'un bracelet de brocart du Sichuan, brodé avec la phrase « 5 étoiles ascendantes à l'Est sont un signe propice pour le royaume du milieu ». Un autre tissu avec le même design a été découvert par la suite, arborant les mots « sous le quai du Sud ». Les artefacts ont été découverts en octobre 1995 dans les ruines de Nia, à Xinjiang, par une équipe d'archéologues chinois et japonais. La phrase « 5 étoiles ascendantes à l'Est » étant un signe propice pour le royaume du milieu, ressemble à une phrase similaire trouvée dans le parchemin 27 des chroniques du grand historien. Dans l'Antiquité, ces 5 étoiles représentaient Taibai, Yin-Yao, Suxing et Zhengxing, qui correspondent aux planètes modernes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, respectivement. La phrase au-dessous du Sud Chang fait référence à une zone mentionnée dans le parchemin 46 des fondamentaux de Han occidental, liée aux 4 commanderies anciennes situées dans l'actuelle province de Dunhuang. Lorsque les deux pièces sont combinées, elles forment la phrase « 5 étoiles ascendantes à l'Est », étant un signe propice pour le royaume du milieu à placer au-dessous du Sud Chang, bien que son sens exact reste sujet à débat. Désigné comme le 287e trésor national de la Corée, l'encensoir en bronze doré de Baekje occupe une place d'honneur au Musée national de Buyeo. Découvert sur un ancien site de temple à Yangsanri, dans le comté de Viezhou, cet artefact extraordinaire remonte au VIe siècle et demeure comme un témoignage de l'art du peuple de Baekje. Mesurant 1 mètre et 3 centimètres de hauteur et pesant presque 12 kg, l'encensoir est orné de dessins délicats et d'éléments symboliques. Son couvercle présente une scène fascinante avec des montagnes, des musiciens, des animaux et de beaux paysages, tandis que le corps prend la forme d'un lotus en pleine floraison, embelli d'animaux et de bêtes célestes. L'encensoir a une signification historique au-delà de sa valeur artistique. Des recherches récentes ont révélé sa distinction par rapport au prototype de la dynastie Han, soulignant l'unicité de la culture de Baekje. De plus, la présence de l'instrument musical wana suggère des liens avec des routes commerciales anciennes et des échanges culturels le long de la route de la soie. Ce trésor archéologique offre des aperçus inestimables sur la riche histoire et les réalisations artistiques de Baekje, enrichissant notre compréhension de la culture de l'Asie du Nord-Est. Il sert de lien tangible avec le passé et un témoignage de l'incroyable habileté artisanale de la civilisation de Baekje. L'artefact en terre cuite connu sous le nom de tête de Luzira, également appelé tête de Mpanga, occupe une place significative dans le patrimoine culturel de l'Ouganda. Découvert à Luzira en Ouganda, cet artefact remarquable est estimé à environ 1000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes sculptures subsahariennes connues trouvées en Afrique. Depuis 1931,
La tête de Luzira a été conservée dans la collection ethnographique du Musée britannique. Ce buste unique en terre cuite représente le visage d'une femme, caractérisé par des yeux étroits et saillants, une petite bouche et un nez délicat. 3 cicatrices distinctes ornent le front, tandis que des cheveux emmêlés tombent de chaque côté de la tête. De plus, la partie inférieure de la figure, découverte lors de la fouille originale, forme une structure trépied en argile cuite creuse. Le géologue Wayland a mené l'excavation de la tête et du tronc de Luzira, ainsi que de plusieurs autres artefacts, entre 1929 et 1930. Ces découvertes remarquables émergent des confins d'un complexe pénitentiaire situé à Luzira, en périphérie de Kampala, en Ouganda. L'excavation a produit une série d'objets, incluant des tessons de poterie, des fragments de terre cuite, un pot en céramique, une lance en fer et une hache, rappelant l'histoire d'Ibrahim et des idoles. Cependant, le lieu actuel de la hache de Luzira reste inconnu. Ceux qui foulent les sacrés couloirs de la cathédrale de Lichfield en Angleterre ont l'opportunité de contempler un spectacle céleste qui transcende le temps, le sublime ange de Lichfield. Avec sa stature de 2,43 m, cette majestueuse sculpture médiévale nous transporte vers une ère d'artisanat anglo-saxon et de dévotion spirituelle. Sculpté dans un calcaire délicat, l'ange exhale une présence éthérée, ses ailes étendues prêtes à prendre leur envol. Avec une minutieuse attention portée aux détails et un artisanat complexe, l'ange tient un délicat parchemin dont la fonction reste enveloppée de mystère. En contemplant l'expression sereine de l'ange, il est impossible de ne pas s'interroger sur les mains qui ont sculpté avec amour chaque trait délicat et les esprits qui ont conçu une telle création raffinée. Un lien tangible avec le passé, l'ange de Lichfield offre une fenêtre sur les traditions artistiques et le fervor religieux d'une ère oubliée. Découvert lors de la restauration de la cathédrale en 2003, ce trésor céleste est devenu un emblème cher à la riche patrimoine culturel de Lichfield. Les visiteurs sont souvent captivés par son charme silencieux, avec des milliers de personnes chaque année fascinées par la beauté inégalable de l'ange de Lichfield. Nous aimerions savoir pourquoi il a été enterré et caché à la vue. Le rhinocéros doré de Mapungubwe n'est pas exactement ce qu'il semble être. Un rhinocéros qui n'est pas doré, mais en réalité est constitué de bois revêtu d'une fine couche de feuilles d'or, lui conférant l'apparence d'être plus précieux qu'il ne l'est en réalité. On pense que cet artefact a environ 1000 ans et il a été ainsi nommé car il a été trouvé dans le parc national de Mapungubwe en 1932. Les archéologues responsables de la découverte ont noté qu'il semblait faire partie d'une sépulture royale à petite échelle. Si tel est le cas, c'est une découverte controversée. Si le lieu sur le flanc de la colline où le rhinocéros a été trouvé était une tombe royale, cela suggère l'existence d'un royaume ou fief indépendant dans cette partie de l'Afrique du Sud pendant le XIe siècle. Ce serait l'exemple le plus ancien connu d'une société de classe existant dans n'importe quelle partie du sud de l'Afrique à cette époque et contredit le récit européen souvent raconté que l'Afrique du Sud était incivilisée avant l'arrivée des colonisateurs hollandais au XVIe et XVIIe siècle. Cependant, s'il y avait un fief ici, il devrait y avoir davantage de preuves directes de cela quelque part dans le sol. Peut-être qu'une excavation archéologique plus approfondie sur cette colline serait un bon point de départ. Les inscriptions sur les tombes, temples et autres monuments égyptiens anciens évoquent fréquemment la puissance d'un pharaon, la divinité d'un dieu ou une conquête glorieuse du peuple égyptien. Cependant, il existe des exceptions notables. La stèle de la famine est un long texte hiéroglyphique gravé sur le flanc d'un rocher sur l'île de Sahel, près d'Assouan. Le nom de la stèle découle du récit d'une sécheresse dévastatrice qui a frappé l'Égypte pendant le règne du pharaon Djoser, qui gouverna il y a 2600 ans. La famine fut longue et terrible, durant 7 ans. Curieusement, l'inscription ne semble pas avoir été écrite pendant l'époque ptolémaïque, 300 ans après la mort de Djoser. Les historiens sont perplexes quant à la raison pour laquelle une telle inscription a été sculptée longtemps après la sécheresse, à moins qu'elle n'ait pour but de discréditer l'un des descendants de Djoser qui pourrait avoir des prétentions au trône. Elle pourrait aussi avoir des sous-entendus religieux, car le dieu Khnum est crédité d'avoir apaisé la famine.
Les fidèles pourraient chercher à gagner du pouvoir et de l'influence au sein du paysage religieux tumultueux des dynasties ptolémaïques. Il est improbable que nous puissions jamais le savoir avec certitude. Dans 99 CA sur 100, l'élément le plus intéressant d'une momie ancienne est la momie elle-même. Ce n'est pas le Kéa de la momie de Zagreb. La momie appartient à une femme anonyme qui est morte et a été momifiée en Égypte ptolémaïque et plus tard vendue à un entrepreneur hongrois en 1848 qui l'a par la suite donnée au musée d'État de Croatie. Ce n'est qu'en 1877 que quelqu'un a examiné de plus près le matériel dans lequel la momie était enveloppée. Ce matériel est maintenant connu sous le nom de Liber Linteus et compte parmi les textes étrusques anciens les plus importants jamais découverts. Les mots sur le matériel ont été écrits il y a 2300 ans. Comme nous n'avons jamais réussi à traduire complètement la langue écrite étrusque, nous regrettons de dire que nous n'avons aucune idée de ce que le texte dit. Comme les noms des mois apparaissent fréquemment dans le texte, il se pourrait qu'il s'agisse d'un calendrier, bien que cela ne soit pas certain. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir de la légendaire discipline étrusque, un important texte religieux et culturel étrusque mentionné par plusieurs écrivains romains anciens. Nous espérons qu'un jour nous réussirons enfin à traduire l'ancienne langue et découvrirons avec certitude. Un artefact de plomb et de bois âgé de 6000 ans, découvert dans une grotte désertique à la fin de l'année 2015, pourrait constituer la plus ancienne preuve d'artisanat en plomb dans le Levant. Les découvertes suggèrent qu'à la fin de la période chalcolithique, les habitants du désert du Negev en Israël savaient fondre le plomb, bien qu'ils se concentraient principalement sur le travail du cuivre. L'analyse a révélé que le plomb provenait probablement de l'Anatolie, aujourd'hui connue sous le nom de Turquie, qui fait partie du Levant. L'artefact, qui ressemble à une petite baguette ou peut-être à une épée cérémonielle, a été trouvé dans une tombe et on pense qu'il a été utilisé ou porté régulièrement par la personne avec laquelle il a été enterré, en raison des signes d'usure sur l'objet. Il a été découvert dans la grotte d'Achalim, un site bien connu qui est surveillé par des archéologues depuis les années 1970. L'artefact est composé d'un bâton de bois et d'une pièce de plomb sculptée. La fusion du plomb était rare pendant le Chalcolithique, ce qui rend cette découverte significative. Le but de l'artefact demeure incertain, d'autres théories suggérant qu'il pourrait s'agir d'un maillet cérémoniel ou d'un fuseau pour le filage. Son placement dans la partie la plus profonde de la grotte, à côté des sépultures, souligne son importance symbolique. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.